Bonjour et bienvenue dans ce 13h du dimanche 23 février. Merci de votre fidélité à RTI 1. La 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire a démarré hier samedi à Assini en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. La lutte contre le cancer, voilà l'objectif du Rotary Club en cette année 2020. Plusieurs clubs du pays et des délégations venues de la sous-région étaient présents à cette rencontre d'hier. 783 jeunes de la région de San Pedro ont reçu hier samedi des chèques d'une valeur totale de 320 millions de francs CFA des mains du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Des chèques allant de 100 000 à 1 million de francs CFA pour financer leurs activités génératrices de revenus. On en parle dans 5 minutes environ. Le dépouillement des votes a commencé hier au Togo juste après le premier tour de la présidentielle. Plus de 3,6 millions de personnes inscrites pour une population de près de 8 millions d'habitants devraient départager les 7 candidats en lice. Un scrutin sans incident majeur, hormis l'encerclement par les forces de sécurité du domicile d'Agbeyome Kodjo. Le premier forum du Sénat avec les collectivités a eu lieu les 17 et 18 février dernier à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les travaux ont abouti à des recommandations fortes. Les préfets de région, les maires et les présidents de conseils régionaux ont été engagés à plus de responsabilités auprès de leur population. Le forum a aussi décliné les actions à entreprendre en vue du renforcement de l'efficacité de la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. Et justement, le transfert des compétences est-il effectif? N'est-ce pas uniquement de la théorie? On a décidé de poser ces questions et beaucoup d'autres encore au rapporteur général du comité scientifique du Forum du Sénat avec les collectivités, Ousmane Samassi Touré, par ailleurs secrétaire général adjoint du Sénat. Il est avec nous dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour M. Touré. Bonjour Hamza Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. J'ai juste le temps de livrer le journal en 30 minutes et on revient pour l'entretien. Ok. À tout à l'heure. Allons-y tout de suite à Assini, dans le sud de Comoré. Assini, où le vice-président de la République a donné hier le top départ de la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Tournons la roue de la solidarité rotarienne contre le cancer du sein. Voilà le thème retenu cette année par le Club Service. 39 clubs de Côte d'Ivoire et plusieurs délégations venues de la sous-région ont fait le déplacement d'Assini aux côtés du club Abidjan-Akouaba. Le reportage de Gabriel Zani. Les hommes, la dernière phrase de l'hymne du Rotary Club est aussi son credo. Les 39 clubs rotariens de Côte d'Ivoire, des délégations du Mali, du Burkina Faso sont à Assini pour la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président, est l'illustre invité de l'association. Les Rotariens réitèrent une fois de plus leur engagement de solidarité. C'est la Côte d'Ivoire qui a eu l'idée, au niveau de tous les Rotary, en tout cas africains, je ne sais pas du monde, d'instituer cet arropage de tous les Rotary du club du pays pour discuter un peu de la marche à suivre de ce que nous faisons. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que vous soyez là, parce que vous êtes là pour que nous puissions avancer. Si vous n'étiez pas là, on ne peut rien faire. Labor improbus omnia vincit, disait Virgile, le travail acharné vainc tout. Engagement de portée humanitaire et sociale, cette année, le Rotary Club d'Abidjan-Akouaba, initiatrice de la cérémonie, accentuera la lutte contre le cancer du sein. En 2018, le pays a enregistré plus de 2500 nouveaux cas et sur 100 000 femmes, au moins 10 sont mortes de la maladie la même année. Le vice-président encourage les projets de Rotary Club à Abidjan. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vous encourage à ne jamais abandonner ce noble sacerdoce. Continuez de tenir la flamme allumée du Rotary partout sur le continent et dans vos pays respectifs, afin qu'aucun jour ne se passe sans que le Rotary ne se joigne à ses frères aux 4 coins du monde pour mener des actions locales, nationales et bien sûr internationales. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité aux membres du Rotary international, aux responsables et aux membres du Rotary du district 9101 pour toutes les actions sociales réalisées
dans les domaines notamment de l'éducation, de la santé, de l'eau, afin d'aider les populations de notre sous-région. À cette ouverture de la journée scientifique de la 37e rencontre annuelle interview des clubs Rotary, une conférence sur le cancer, des travaux en atelier permettront de dégager des solutions pour la sensibilisation et le dépistage précoce du cancer du sein. Et au nom de l'altruisme et du bénévolat, le vice-président a été fait membre d'honneur du Rotary Club Yinka Babalola, vice-président de l'organisation. C'est le plus haut grade que reçoit une personnalité qui n'est pas rotarienne. Yinka Babalola plaide pour plus de Rotariens dans le pays. Cette année, le Rotary Club International fête son 115e anniversaire. La caravane du bonheur a fait une halte hier samedi à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du projet Agir pour les jeunes, phase 2, et il a fait de nombreux heureux dans la ville. 783 jeunes exactement ont bénéficié de financement pour donner vie à leurs rêves. Au nom du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, c'est le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui leur a remis des chèques d'une valeur totale de 320 millions de francs CFA. Sam Conan était présent, il était témoin de la cérémonie, il nous la rapportera dans nos prochains journaux. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par le projet Agir pour les jeunes phase 2. Après l'étape de San Pedro, ce sont les jeunes de Tomodi dans la région du Bélier qui ont vu leurs activités financées. Au nombre de 565, ils ont reçu des chèques d'un montant total de 151 millions de francs CFA. Voici le témoignage de Kader Sogodogo, RTI Boaké. On serait tenté de l'appeler la caravane du bonheur. Le programme Agir pour les jeunes, en sa phase 2, est en étape de la région du Bélier. À Tomodi, 565 jeunes porteurs de projets issus des départements de Tébissou, Didievi, Djekanou et Tomodi ont reçu leur chèque. C'est la somme de 151 281 900 francs CFA qui a été dégagée pour permettre à ces jeunes de mener des activités génératrices de revenus. Un jour nouveau s'élève pour les bénéficiaires. Il y a des joies qui sont une source intarissable de force pour l'âme. Oui, les chèques que nous recevons ce jour nous redonnent espoir. Car ayant eu des rêves dans le passé, aujourd'hui nous pouvons leur donner vie au travers de ces financements. La volonté du gouvernement de se tenir auprès de la jeunesse à travers des solutions efficaces est un processus de non-retour. Dans les prochains mois, précisément à partir du mois de juin, nous allons passer à la troisième phase donc, de cette opération qui va toucher 112 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Et pour votre région, en plus des 565 bénéficiaires de ce jour, nous aurons à partir du mois de juin 1644 bénéficiaires pour un montant total de 739 millions de francs CFA. Raymond Goudoukofi, Dr Brice Kwasi, la voix des membres du gouvernement pour saluer cette action dans leur région d'origine et pour encourager les jeunes bénéficiaires à mériter la confiance de l'État. C'est fait entendre. Ce pourquoi vous avez postulé et ce pourquoi vous avez eu la chance d'être retenu, vous devez le faire, vous devez le dérouler. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le vivrier, plus particulièrement, que ce soit dans les services, que ce soit dans d'autres activités, vous devez absolument travailler, avoir des résultats. Après le Bélier, ce sera au tour du district de Yamoussoukro, 15e étape de la caravane du bonheur, à travers le programme Agir pour les jeunes. Des chèques pour financer les projets des jeunes, le projet Éclair Ivoire pour électrifier les localités rurales en Côte d'Ivoire. L'État travaille pour vous. Une trentaine de villages reculés vont bénéficier cette année même de l'électricité par voie solaire. Le projet est financé par l'Union européenne et il est déjà à l'œuvre. Les acteurs du secteur de l'énergie se sont réunis récemment pour en définir le cadre tarifaire. Les détails avec Mahama Traoré. Permettre aux zones rurales, isolées et non électrifiées d'avoir du courant électrique grâce à l'énergie solaire. C'est tout le sens du concept de l'électrification rurale décentralisée porté par le projet Éclair Ivoire. Un projet financé par l'Union européenne et exécuté par Expertise France, une agence publique de coopération technique,
Pour sa mise en œuvre, le projet Éclair Ivoire doit cependant s'adapter à la tarification en vigueur dans le secteur de l'électricité. En d'autres termes, favoriser l'accès du plus grand nombre de populations vulnérables à une électricité de qualité à coût abordable, assurant aux investisseurs des bénéfices raisonnables. Avec le soutien de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire, ANARECI, l'agence Expertise France vient de réaliser une étude économique. Cette étude met à la disposition des acteurs du secteur de l'énergie un outil d'aide à la décision. Il permet d'évaluer les coûts d'exploitation des systèmes décentralisés et justifie de la pertinence d'un investissement dans l'électrification par voie solaire. Ce modèle innovant, présenté à l'ensemble des parties prenantes, sera bientôt mis en œuvre sur le terrain. Le projet Éclair Ivoire sera ainsi déployé dans une trentaine de localités rurales non électrifiées. 10 000 personnes vont ainsi bénéficier d'installations solaires domestiques. Les premières mises en exploitation sont attendues pour fin 2020. Je vous amène maintenant à Paris. Hier samedi, le Salon international de l'agriculture y a ouvert ses portes en présence du chef de l'État français, Emmanuel Macron. L'agriculture vous tend les bras. C'est le thème de cette 57e édition marquée par la valorisation des nouvelles technologies de développement agricole. Et bien sûr, c'est un rendez-vous que le ministre ivoirien de l'Agriculture ne pouvait manquer. Mamadou Kouassi. Chaque année, c'est le rendez-vous le plus attendu de la communauté agricole française et internationale. Le Salon international de l'agriculture est le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique. Vaches, taureaux, chèvres, volailles ou encore dromadaires, Paris devient pendant 9 jours la plus grande ferme de France. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à l'édition 2020. Parmi eux, ces exposants ivoiriens. C'est ici, au pavillon 5, que le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris ses quartiers. J'en mets chez moi. Peut-être. Vous tenez? Oui, je tenais. L'une des principales attractions ce premier jour, les escargots géants venus de la Côte d'Ivoire. Ils sont gigantesques, hein. C'est la première fois que je vois des escargots aussi gros. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est à voir. On est venu aujourd'hui pour faire la promotion de son élevage, puisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est investie dans l'élevage de l'escargot. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur à la production animale et halieutique ivoirienne. Cela en s'inspirant du savoir-faire français en la matière, mais également à travers la conclusion des partenariats fructueux au profit de ces structures et acteurs. Ici, ce que nous venons rechercher, en plus de notre participation, c'est nouer des partenariats avec un certain nombre de centres de recherche, des opérateurs privés, pour voir comment, dans notre stratégie de production, nous puissions être également performants dans les domaines de l'élevage des bovins, des caprins et porcins. Voilà l'équation donc qui nous est posée et nous devrions, en tant que techniciens, experts, apporter les réponses qu'il faut pour que là encore nous puissions mettre à la disposition des Ivoiriens de la viande, mais surtout de la qualité. Des systèmes d'élevage engagés pour répondre aux défis du XXIe siècle, c'est le thème retenu par la Côte d'Ivoire à côté du thème central du salon qui, lui, est « L'agriculture vous tend les bras ». Veuillez nous excuser, on s'est un peu mélangé les pinceaux. Cet élément de Jean-Louis Gbagbo évoquait l'élevage, le secteur de l'élevage qui met en avant le meilleur des filières animales. 1400 éleveurs et 4000 animaux sont donc présents, porte de Versailles à cette 57e édition. Et puis vous l'avez vu, la Côte d'Ivoire y était représentée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso. Là, nous allons repartir avec l'élément que nous avions cité auparavant, c'est l'élément ouverture donc de la cérémonie, ouverture du Salon international de l'agriculture où était également présent le ministre de l'Agriculture, Adjoumani Kwasi Kobena. Le Salon international de l'agriculture de Paris, le plus grand événement agricole du monde, s'ouvre officiellement. Une ouverture marquée par la visite du président français Emmanuel Macron, venu encourager les acteurs du monde agricole de France et du monde entier. Des échanges directs qui ont permis à certains d'exprimer leurs préoccupations pour la valorisation de cette activité, mais aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je veux aller jusqu'à l'Élysée pour défendre toutes les petites retraites et l'allocation adulte handicapé.
Et c'est pas normal que les retraités n'ont pas une prime de Noël. La 57e édition ICIA, Salon international de l'agriculture de Paris. C'est aussi l'occasion pour les professionnels du secteur de présenter les innovations et les avancées technologiques pour une agriculture résiliente. Les capteurs émettent par onde radio tous les quarts d'heure et on agrège les données sur une application. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à l'agriculteur de voir en temps réel ce qui se passe sur sa parcelle et il peut aussi se mettre des alertes sur des cumuls de pluie, sur des seuils de température ou d'humidité. On met aussi des plages de pulvérisation en fonction des conditions météo maintenant et dans les heures à venir. Est-ce que c'est propice pour aller traiter, pour aller irriguer, etc. Est-ce que je peux rentrer dans ma parcelle? Exemple pratique, est-ce qu'en fonction de la pluie qui est tombée, ma parcelle est praticable? Est-ce que le sol est ressuyé? Parce que sinon, si je rentre dans la parcelle et que je laisse mon tracteur, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire fait partie des pays invités à ce salon. Une opportunité mise à profit par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour décliner la politique agricole de la Côte d'Ivoire. Kobena Kwasi Agumani situe ici les enjeux de la participation ivoirienne. Notre objectif, c'est de promouvoir ce que nous produisons en Côte d'Ivoire et également de nous inspirer de l'expérience de la France pour que Sahara 2021 soit au-delà de l'imagination parce que ce sera un Sahara grandeur nature. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons rencontré certains opérateurs économiques qui sont prêts à s'installer en Côte d'Ivoire. D'autres y sont déjà. Et je crois que c'est à l'occasion d'un tel salon que de grands contacts sont noués et que de grands financements sont attendus. L'agriculture vous tend ses bras est le thème de cette 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Et l'un des défis les plus importants de cette édition, c'est bien l'atteinte de la barre de millions de visiteurs. L'édition dernière, ce sont 633 000 visiteurs qui ont échangé avec le millier d'exposants et de professionnels du monde agricole. Ouvert ce samedi 22 février 2020, le Salon international de l'agriculture de Paris refermera ses portes le 1er mars prochain. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur le Salon de l'agriculture de Paris. D'autres détails certainement dans nos prochains journaux avec nos envoyés spéciaux Jean-Luc Bangbo et Mamadou Kwasi. Ici à Abidjan, le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises était en consultation multipartite. Les échanges avec les représentants de ministères, avec les entreprises ou avec les membres de la société civile ont porté sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme dans les pays en conflit et post-conflit. Les précisions de Lydie Sadia et Herman Guivet. La responsabilité des entreprises dans la préservation des droits humains est au cœur des discussions entre le groupe de travail des Nations Unies et des experts venus de la sous-région. Il s'agit d'un partage d'expériences sur la protection des droits de l'homme en milieu professionnel, surtout dans les pays en conflit et post-conflit. L'objectif que vise l'organe onusien est de formuler un ensemble de bonnes pratiques que les États et les entreprises devront intégrer pour prévenir et traiter les violations des droits de l'homme. Nous avons 3 principes qui ont été définis aux Nations Unies, qui demander à toutes les entreprises de respecter. Ces principes, c'est respecter les droits de l'homme, protéger, réparer. Comment le faire, comment le mettre en place, en particulier dans des pays qui sont peut-être plus fragiles que d'autres. C'est là l'enjeu, c'est là la discussion d'aujourd'hui qui devrait déboucher sur des recommandations. Ces recommandations doivent être présentées à l'Assemblée générale des Nations Unies pour servir de guide aux entreprises. La Côte d'Ivoire, quant à elle, enregistre de nombreuses avancées en matière de droits humains. La Côte d'Ivoire s'est approprié les normes du Bureau international du travail pour l'élimination des discriminations contre les travailleurs en ratifiant le 1er avril 2016 notamment. La Convention numéro 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs. La Côte d'Ivoire est le 3e pays au titre de l'Afrique à accueillir cette consultation régionale, après Beyrouth pour la région du Moyen-Orient et les Philippines pour l'Asie-Pacifique. Le projet, organisé à Abidjan par le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises, est soutenu par le département fédéral suisse des Affaires étrangères. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Ces mots de Ralph Waldo Emerson, la Côte d'Ivoire en fait un leitmotiv. Le pays distingue depuis quelques années ses filles et ses fils valeureux par le prix national de l'excellence, un moyen de leur exprimer félicitations et admiration pour ce qu'ils incarnent. Outre la cérémonie officielle qui récompense les lauréats en présence du chef de l'État, les 2e et 3e prix sont célébrés les semaines d'après. Ceux des secteurs communication et médias viennent de recevoir leur trophée.
Les deuxième et troisième prix d'excellence pour le développement des médias et les deuxième et troisième prix d'excellence pour le développement de la communication attribués par la tutelle après la grande cérémonie de distinction organisée par le président de la République le 7 août dernier. Diplôme et chèque de 1,5 million de francs CFA pour les deuxièmes et 1 million de francs CFA pour les troisièmes, à savoir Sud Action Média, Even Associated Group, puis WebLogi et Envel Soda. Une consécration du mérite qui incite à faire davantage les milieux de la communication et des médias, du digital, de l'événementiel ou encore de la presse étant des secteurs à fort potentiel selon les récipiendaires. Il faut être capable de s'adapter, être un excellent communicant à l'écoute de chaque besoin exprimé, être à mesure d'anticiper. Vous l'aurez compris, on ne vient pas en agence de communication pour la sécurité ou le confort. En agence de communication, on immerge en eau profonde. Un secteur particulier et seul le mérite est récompensé, selon le ministre Sidi Temoko Touré. Nous voulons aussi saluer surtout l'excellence dans la valorisation de vos métiers, couvrant ainsi toutes les facettes civiles et professionnelles du domaine de la communication et des médias. Vous représentez, à n'en point douter, des modèles et des référents pour l'ensemble des Ivoiriens, en particulier notre jeunesse. Pour rappel, le prix d'excellence en 2019 de la communication à hauteur de 10 millions de francs CFA, il est revenu à l'agence événementielle Colombe Marketing. Tikenja Fakoli était en spectacle à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Tikenja, c'est l'un des champions ivoiriens faiseurs de reggae. Il est depuis quelques jours en tournée de sensibilisation à travers le pays, une tournée pour inviter les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale, surtout en cette année électorale. Comme partout où il passe, Fakoli a fait vibrer les mélomanes de Daloa. Daloa, place pétanque. Une foule nombreuse pour communier avec la méga star du reggae ivoirien, Tikenja Fakoli. Quatrième étape de la tournée nationale, élection sans Gbangban. Le concert tient toutes ses promesses. Paix, cohésion, réchauffement climatique, tous ces thèmes sont passés au peigne fin dans les différents titres de l'artiste engagé. Daloa est reconnu pour être un passage pour les candidats à l'immigration clandestine. À l'endroit des jeunes, Tikenja passe ce message. Si toute la jeunesse avait tous fait les valises et partis de l'Afrique, alors l'esclavage n'allait jamais être aboli. Sur la colonisation, avaient tous fait les valises et partis sur l'eau, allaient quelquefois se suicider dans l'eau. La colonisation n'allait jamais finir ici en Côte d'Ivoire et nulle part en Afrique. Les avions sont pleins. Les gens qui sont là-bas, là, où nous on veut aller là, les avions sont pleins. Ils viennent seulement, ils viennent. Ça veut dire qu'ici, là, ça sent bon. Pendant plus de 2 heures, le public chante et danse avec son idole. Le concert était parfait, bien chic, on s'amuse très bien ici. Depuis que je suis à abattoir, vous pouvez regarder Fakoli, il a dit la passé chez Fakoli, ça vous a ici venu. Tikenja est venu nous donner une nouvelle vie, une nouvelle dynamique, une nouvelle réconciliation, une nouvelle unité nationale. J'espère que tout le monde a compris la paix. Le message donné par Tikenja Fakoli, la paix, vive la paix, nous avons compris. Comme à Yopougon, Gagnoua et San Pedro, Tikenja Fakoli exhorte les jeunes à se regarder d'intérêt général, la paix et la cohésion. Il invite surtout toute la jeunesse ivoirienne à faire en sorte que les élections à venir se passent sans heurts. Vive la paix. C'était un reportage de Issa Yeo du service Société de la rédaction. C'est ce dimanche que les lampions s'éteignent sur le Lodjokrou Festival, la culture à Djokrou, dans tous ses états depuis le 17 février dernier. Cette 23e édition est articulée autour de la question de l'abondji, cette pratique sociale encourageant le travail et la cohésion sociale, un modèle typique d'organisation sociale.
On revient à Abidjan, dans la commune d'Abobo, précisément, qui a abrité récemment la 9e édition du Festica, le festival culturel et des arts d'Abobo. Concours de beauté, concours de danse, prestations d'artistes et de nombreux jeux, voilà, qui ont ponctué ce festival initié par Kunta Mader, animateur, producteur à la RTI. Le témoignage de Koné Pargasso. Il est un peu plus de 21 h, du beau monde au complexe sportif d'Abobo. Ces jeunes et femmes venues communier avec leurs artistes préférés sont tout heureux. Chants et danses exprimés à l'occasion du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica. Festival qui vise à faire la promotion de la culture et des artistes ivoiriens. Le Festica, une initiative de Kunta Mader, animateur-producteur à la RTI. Il se félicite de la mobilisation exceptionnelle des populations autour du Festica 2019. Satisfaction totale. Regardez derrière ce monde. Félicitations à la jeunesse d'Abobo. Félicitations à tous ceux qui sont venus et un grand merci au maire Ahmed Bagayoro pour son soutien. C'est autour du thème non aux migrations clandestines que autorités municipales, commissaire général du Festica et l'ensemble des artistes qui se sont succédés sur scène ont lancé des messages forts à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Les différentes prestations des artistes en herbe et des artistes confirmés, appréciés par le public, sortis nombreux pour célébrer la joie et le vivre ensemble. Le Festica doit être à l'image de Anoumambo. Notre souhait, c'est ça, qu'au fait, il y ait un festival où à chaque moment, toute la communauté, toute la population d'Abobo se retrouve autour de ce festival. Très beau ça. Bon, ça n'a qu'à continuer jusqu'au-delà. Souvent, il y a des artistes pour les voir aller à leur concert, acheter les tickets. Ici, c'est gratuit, on les voit gratuitement, sauf que pour être patient, quoi. Jeux, concours de danse et concours Miss Festica de la plus belle fille de la commune ont également marqué cette 9e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Rendez-vous l'année prochaine pour le Festica 2020 pour plus de spectacles hauts en couleur. Vive donc le Festica 2020. Je vous le disais en titre, les Togolais ont voté dans le calme hier samedi pour choisir leur président parmi les 7 candidats en lice. Un scrutin sans incident majeur, hormis l'encerclement par les forces de sécurité du domicile d'un des candidats de l'opposition pendant 3 heures en fin de journée. Il s'agissait, selon les autorités, d'assurer la sécurité menacée d'Agbeyome Kodjo. Selon des représentants de la société civile togolaise, le processus a tout de même connu des difficultés dans son déroulement. Les 9383 bureaux de vote du pays ont fermé comme convenu à 16 h, heure locale. Le dépouillement est en cours. Et c'est l'heure du magazine du dimanche, le rendez-vous hebdomadaire préféré. Notre invité est en plateau avec nous. Il est secrétaire général adjoint, rapporteur général du comité scientifique du Forum avec les collectivités territoriales. Monsieur Touré, bienvenue. On va regarder, planter donc le décor avec un élément vidéo signé Mahama Traoré et on revient. Article 87 de la Constitution du 8 novembre 2016. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. De plus, le Sénat détient la prérogative d'être saisi en premier lieu pour l'examen des projets ou propositions de loi relatifs aux régions et aux communes. C'est investi de telles missions que la deuxième chambre du Parlement a organisé les 17 et 18 février dernier le forum du Sénat avec les collectivités territoriales. On ne peut pas admettre qu'à Abidjan, il y ait les grands centres de santé, l'Institut de cardiologie. Nous vivons tous sur le même territoire. Et qu'à Bouna, si vous avez des problèmes de cœur, vous ne pouvez pas vous soigner au même titre que celui qui vit à Abidjan. Il s'agit donc de réfléchir pour pouvoir apporter une réponse, sinon une riposte à ces questions de déséquilibre dans le développement régional de la Côte d'Ivoire. Ce cadre d'échange a permis aux élus locaux que sont les maires et les présidents de conseils régionaux de faire l'état des lieux de la politique de décentralisation, politique initiée par l'État au début des années 80 en vue de réaliser le développement local grâce à une délégation de pouvoir aux élus locaux. 30 ans plus tard, cette politique tarde à faire ses effets. Les élus locaux réclament notamment plus de moyens à l'État afin de répondre aux besoins des populations. Sur la base des recommandations formulées à l'issue de ces 2 jours de dialogue, le Sénat entend faire bouger les lignes.
C'est un reportage de Mahma Traoré. Merci, Monsieur Touré. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous déjà, pourquoi ce forum? Merci Hamza Diaby. Je voudrais d'entrée de jeu remercier la RTI au nom de son Excellence M. Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, pour cet espace d'expression que vous nous offrez. Alors, pour en revenir à votre question, il faut interroger notre loi fondamentale. L'article 87 de la Constitution indique clairement que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Ce qui signifie qu'au-delà des missions dévolues à tout Parlement, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques, le Sénat est investi de missions spécifiques qui concernent donc cette représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. C'est donc pour permettre aux sénateurs de mener à bien cette mission spécifique que le président Jano Aoussou Kouadio a estimé qu'il fallait que les sénateurs puissent avoir l'état de la situation des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire et plus généralement l'état de la décentralisation dans notre pays. Monsieur Touré, quelle en est la particularité? Parce que des assises, on en a déjà connu. Oui, la particularité de ce forum réside déjà dans le fait même que ce forum soit organisé à l'initiative du Sénat. Il faut savoir que les forats organisés auparavant étaient à l'initiative du gouvernement, et principalement du ministère en charge de la décentralisation. Ici, le Sénat, la deuxième chambre du Parlement, prend l'initiative d'organiser un forum sur la décentralisation. Cela aussi ne peut se faire que parce que depuis la Constitution du 8 novembre 2016, notre pays a opéré un basculement au niveau de son système parlementaire du monocaméralisme vers le bicaméralisme. Et la cible, ce forum était pour qui en étaient les participants? Ce forum a enregistré la participation exhaustive des 201 maires de Côte d'Ivoire, des 31 présidents de région, des 33 préfets de région, des 99 sénateurs, ainsi que de nombreux experts nationaux et internationaux. Je peux citer par exemple M. Paul-François Yatta, qui est le directeur programme de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, basé à Marrakech au Maroc, et M. Jean-François Abo, qui est le directeur exécutif du Fonds mondial pour le développement des villes. On va dire que tout le monde était là. Tout le monde était là. Et c'est quoi les temps forts? Qu'est-ce qui a marqué ce forum? Alors, ce forum a été marqué par plusieurs temps forts. Je retiendrai ici ce moment d'hommage que le président Gérard Larcher a rendu. C'est le président du Sénat français. Le président Gérard Larcher, président du Sénat français, qui était pour l'occasion l'invité spécial du président du Sénat à ce forum, et qui a rendu un hommage appuyé au premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Il a rappelé les liens forts qui ont uni le président Houphouët-Boigny au général de Gaulle. Et par la suite, il a remis un fac-similé de la Constitution marquant l'avènement de la Ve République française au président du Sénat. Et tenez-vous bien, il se trouve que le seul Africain signataire de cette Constitution est le président Félix Houphouët-Boigny. Qu'un tel hommage puisse être rendu au président Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, sa ville natale, à la fondation Houphouët-Boigny, qui plus est à la fondation qui porte son illustre nom, a été pour nous, Ivoiriens, un grand moment de fierté et d'intense émotion. Et vous en avez d'autres comme ça, d'autres moments de ce forum qui étaient importants, aussi importants que celui-ci? Oui, plusieurs moments. Mais il faut rappeler aussi, toujours dans l'intervention du président Gérard Larcher, l'expérience qu'il nous a fait partager de la communalisation en France. Il a sorti cette phrase forte pour dire que la communalisation est le ciment de la nation.
La communalisation, ciment de la nation. Quel sens donnez-vous à sa visite ici en Côte d'Ivoire, la visite du président du Sénat français? On sait que le président Jeannot Osso-Kouadio avait lui aussi été invité d'honneur du président du Sénat français. Il y a déjà un moment en France. Alors, à ce niveau, il faut déjà rappeler que depuis son élection à la présidence du Sénat, le président Jeannot Osso-Kouadio a fait de la diplomatie parlementaire un pan important de son action. Vous constaterez par exemple que le Sénat est membre des organisations interparlementaires les plus significatives. Je peux citer l'APF au niveau mondial, je peux citer au niveau régional africain le Parlement panafricain et au niveau sous-régional le Parlement de la CEDEAO. Au niveau de ce volet diplomatie parlementaire, l'axe Abidjan-Paris est un axe particulier, un axe privilégié. Déjà, il faut savoir que les Sénats ivoiriens et français ont une convention de coopération qui a été signée à Paris le 8 novembre 2018 et que, comme vous le disiez tantôt, le président du Sénat ivoirien était l'invité spécial de son Excellence Gérard Larcher à la 20e Assemblée des Sénats d'Europe qu'il présidait à l'époque. Donc cette visite rentre dans le cadre du renforcement des rapports bilatéraux entre ces deux Sénats ivoiriens et français. On se souvient aussi qu'il avait même été reçu par le président ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite? C'est, vous avez dit, la diplomatie parlementaire qui est renforcée. Oui, effectivement, il faut retenir qu'à l'occasion de cette visite, il y a eu une rencontre bilatérale entre la délégation française et la partie ivoirienne. Et qu'au cours des échanges, il a été question de renforcer les liens entre les deux Sénats à travers les deux groupes d'amitié. Pour la Côte d'Ivoire, groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France au Sénat, et pour la France, le groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. D'accord. On revient au forum. Hein. Quelles en sont les recommandations? Quel est l'état d'ailleurs de la décentralisation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un diagnostic, ce diagnostic avait été posé lors de la séance de travail que vous avez eue à Yamoussoukro? Bien entendu, c'était d'ailleurs l'objet de ce forum. Toutes les questions touchant à la décentralisation ont été évoquées. Des questions centrales, comme le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, comme la question de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Également ont été évoquées la question du statut des élus locaux. Des questions non moins importantes touchant à la coopération décentralisée, à la participation citoyenne au sein des collectivités territoriales, à l'intercollectivité, à la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement. Toutes ces questions ont été débattues au cours de ce forum. Ce qu'il faut retenir globalement. Comme recommandation. Ce qu'il faut retenir globalement, avant d'arriver aux recommandations, il faut finir avec le diagnostic. Allez-y. Il faut retenir globalement que depuis 2011, le gouvernement a entrepris des actions qui ont permis de faire avancer, de faire bouger les lignes sur toutes les questions qui ont été évoquées tantôt. Ceci dit, il faut dire que la décentralisation est un processus. Et donc, les acteurs restent encore avec de fortes demandes. Les attentes des acteurs sont encore importantes, sont encore très fortes. Il faut dire que le gouvernement a marqué tout son intérêt pour les questions relatives à la décentralisation, du fait même que le président de la République ait accepté d'assurer le haut patronage de ce forum et que le Premier ministre en a assuré le patronage, ce qui dénote de tout l'intérêt de la question de la décentralisation au plus haut niveau. Ils restent nombreux, hein, ils sont nombreux à penser que la décentralisation, que le transfert des compétences reste une utopie. Le transfert des compétences n'est pas une utopie. S'il n'y avait pas transfert de compétences, on ne serait pas sur ce plateau en train de parler de décentralisation. Il ne peut y avoir de décentralisation sans transfert de compétences. Aujourd'hui, des compétences sont effectivement transférées aux collectivités territoriales. Mais toutes les prérogatives sont encore dévolues, la plupart en tout cas des prérogatives sont encore dévolues à l'État. Mais M. Diaby,
il s'agit d'un processus qui est appelé à se bonifier, à se renforcer. Il faut laisser les choses se faire avec le temps. Tout processus appelle un démarrage, une phase de rodage avant d'arriver vraiment à des sommets plus élevés. C'est parce que j'ai entendu quelques élus locaux dire qu'avec le temps, d'accord, mais ils ont attendu beaucoup de temps déjà. Les recommandations, M. Touré. Alors, au niveau des recommandations, il faut noter que le forum s'est mis d'accord sur la nécessité de doter les élus locaux d'un statut. Cette question a été importante au cours des débats. Les maires et les présidents de région ont posé leurs difficultés en termes de statut relativement à l'efficacité de leurs actions. Le forum a endossé cette recommandation. Autre recommandation forte, la mise en place d'un groupe de plaidoyer. Vous savez qu'au niveau de la décentralisation, tous les acteurs sont de différents niveaux. Donc, le président Jeannot Ahoussou Kouadio entend mettre en place un groupe tripartite, gouvernement, parlement, élus locaux, afin de pouvoir traiter l'ensemble des questions qui ont été évoquées tout à l'heure. Et concernant le statut des élus locaux, on parle aussi, ils ont parlé également de revalorisation de leurs indemnités. Oui, sur ce point, les représentants du ministère en charge de la décentralisation ont été très clairs. Le statut en lui-même ne pose pas de problème, mais la question de la revalorisation des indemnités des élus locaux est une question qui nécessite un certain nombre de réglages techniques. Donc cette question est à l'étude au niveau des directions techniques du ministère en charge de la décentralisation. Parce qu'on a les préfets, les magistrats, ils sont nombreux, les diplomates qui, eux, ont vu leur statut déjà revalorisé. Oui, c'est une demande, ma foi, légitime des élus locaux, surtout lorsque le problème est posé en termes d'efficacité de l'action qu'ils mènent auprès des populations. Mais cette question, comme je l'ai dit tantôt, est à l'étude au niveau des services techniques du ministère en charge de la décentralisation. Est-ce que pour que tout ceci fonctionne, il ne faut pas que le phénomène des maires hors sol puisse prendre fin, M. Touré? Est-ce que vous l'avez évoqué, les maires qui ne sont jamais vus dans leur commune? Oui, et cette question a été évoquée notamment dans l'allocution, dans le discours de clôture du président Jeannot Ahoussou Kouadio, représenté pour l'occasion par la vice-présidente Diaby Makani. L'appel a été lancé aux maires, aux présidents de région d'être plus proches de leur population. La commune est le maillon le plus proche de la population. Il ne peut pas avoir de développement à la base si le maire lui-même n'est pas l'autorité la plus proche des populations pour pouvoir en maîtriser toutes les difficultés et pouvoir consolider tous les besoins. Et vos perspectives, ce sont lesquelles? Les perspectives, j'en parlais tantôt. Le président, oui, vous avez parlé du groupe de plaidoyer qui sera mis en place. Effectivement. Le président Jeannot Ahoussou Kouadio insiste pour que ce forum ne soit pas un forum de plus, un forum de trop. C'est pourquoi il a demandé la mise en place de ce groupe de plaidoyer qui va, dans un premier temps, travailler spécifiquement sur la question du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Un deuxième groupe, cette fois-ci, il s'agira d'un observatoire, l'observatoire de la décentralisation, qui, au-delà des questions spécifiques liées au transfert des compétences, aura vocation à regarder, à embrasser toutes les questions qui touchent à la décentralisation de notre pays. Mais justement, ces deux structures auront pour guide un document dénommé l'agenda de Yamoussoukro qui retracera les différentes diligences à mener et dans les différents délais impartis. Et puis vous avez le prochain forum, le deuxième qui va se faire avec les Ivoiriens de l'étranger. Oui, le deuxième forum avec les Ivoiriens de l'étranger devrait ressembler à celui qui vient de s'achever. Et donc, nécessairement, on va devoir faire appel aux ministères techniques concernés, notamment le ministère des Ivoiriens établis à l'extérieur. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Touré. Je voudrais, avant de terminer, allez-y, rapidement, au nom du président Jeannot Ahoussou Kouadio, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, les ministres de l'administration du territoire,
le ministre en charge des relations avec les institutions, le ministre Dao Poulin et le ministre Akao Awele, qui sont respectivement président de l'UVICOSI et président de la RDCI, ainsi que l'ensemble des participants à ce forum qui a été un franc succès. Merci. Monsieur Touré, Ousmane Samassi Touré, secrétaire général adjoint du Sénat, vous êtes venu nous parler des recommandations du tout premier forum de votre institution avec les collectivités. Un forum qui s'est tenu il y a quelques jours, les 17 et 18 février dernier à Yamoussoukro, et dont vous êtes le rapporteur général du comité scientifique. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et bon retour chez vous. Merci. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, ce magazine est terminé. Pour le revoir, il vous suffit de cliquer sur les www.rti.ci. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.